population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou, qu'il vous souvienne. Le mois d'octobre est perçu comme le symbole de la fierté et de l'innovation nationale. En effet, depuis 2019, le Bénin, en s'inscrivant dans la dynamique de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, attire l'attention des populations sur les potentialités nationales. Il est question ici de rapprocher les consommateurs des producteurs et promoteurs dans divers domaines afin de booster les achats. Et oui, pour cette 6e édition du mois de consommer local, les organisateurs nous convient à une immersion nécessaire pour la promotion et la consommation du Made in Bénin. Cette période est naturellement considérée comme le moteur de transformation économique au Bénin. Et après, une question qui trouvera bien entendu réponse sur la dominicale de vérité franc-parler. Je devrais recevoir ce matin sur cette émission monsieur Rafiou Chala, directeur du commerce intérieur et membre du comité d'organisation du mois de consommer local. Mais pour une question d'agenda, je vais plutôt partager ce plateau avec monsieur Fernando Gomez. Il est le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Bonjour à vous, monsieur Fernando Gomez. Bonjour, monsieur Naoum. Merci d'accepter une fois encore l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi qui vous remercie. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes s'il vous plaît, sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Fernando Gomez. Bonjour, monsieur Naoum. Je le rappelle bien, vous êtes le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Nous parlons bien entendu du consommer local. Alors, je voudrais avec vous, si vous le permettez bien, que nous puissions quand même rappeler l'initiative du mois de consommer local, la genèse. Monsieur Naoum, merci. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier. D'accord. Remercier tout le personnel de Radio Cotonou et vous remercier particulièrement pour la qualité du travail que vous abattez ici pour donner une information juste et crédible aux populations de Cotonou et des villes environnantes. Merci. Alors, il faut dire que l'initiative de consacrer le mois d'octobre comme étant un mois dédié au consommation local a été prise en octobre 2019. À l'issue de la session du Conseil des ministres de l'industrie et du commerce de l'espace UEMOA. Donc, comme vous le savez, l'espace UEMOA est un espace économique de l'Afrique de l'Ouest qui réunit 8 pays qui partagent le franc CFA. Alors, ces pays-là, forts d'un certain nombre de constats, ont décidé de mettre ensemble sur un marché commun qui est le marché régional de l'UEMOA, qui est fort d'ailleurs d'à peu près 150 000 âmes, en commun leur capacité de transformer, leur capacité d'agir ensemble pour pouvoir satisfaire les habitants de cet espace-là. Donc c'est dans ce cadre qu'ils se sont dit qu'il est remarqué que les habitants de cet espace ont tendance à consommer les produits venant d'ailleurs. Alors que si un pays ne produit pas et donc ne nourrit pas sa population, il serait difficile d'assurer ce que nous appelons d'abord l'autosuffisance alimentaire, mais aussi d'avoir une croissance de son PIB, alors que c'est le PIB qui peut permettre à un pays de se développer. C'est en termes de PIB qu'on évalue la croissance. Alors, l'année qui a suivi, après avoir pris la décision, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, une fois rentrée, a fait appliquer cette décision. Elle a fait adopter encore par le président de la République au travers du Conseil des ministres. Donc, à partir d'octobre 2020, la première édition
de la célébration du mois de consommation locale a commencé à avoir lieu au Bénin. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui nous sommes en 2025, donc nous sommes bien à la 6e édition. D'accord. Voilà, donc quelle est la place concrètement que le Bénin occupe dans cette dynamique même de l'organisation ouest-africaine? Sans fausse modestie, nous pouvons aujourd'hui dire que le Bénin est un très 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 bon élève dans cet exercice-là, parce que depuis 2020, ça n'a pas manqué. Le Bénin a de façon continuelle et assidue assurer l'organisation des événements entrant dans le cadre du mois de consommation locale. Et donc depuis 2020, nous avons régulièrement organisé les foires qui sont le lieu pour permettre de promouvoir ces produits-là. Mais au travers de ces foires-là aussi, il y a beaucoup, et en marge de ces foires-là, il y a beaucoup d'autres activités qui sont organisées sur le plan professionnel. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la 6e édition et nous y voilà. D'accord. Alors, quand on regarde bien la vision, en vous suivant, on parle souvent d'encourager la consommation des produits locaux pour renforcer l'économie ou bien les économies nationales. Quand on dit économie nationale, ça regroupe bien entendu tous les pays membres de l'UEMOA qui travaillent dans ce sens-là. Mais est-ce que pour les populations, c'est pas une incantation ? On dit encourager la consommation des produits locaux pour renforcer les économies nationales. Expliquez-nous. Est-ce que c'est pas juste une incantation des mots qu'on aligne? Ça peut paraître une incantation, mais ce n'est pas du tout une incantation. Voyez-vous, pour qu'un pays se développe, il faut un certain nombre de facteurs, et notamment la production. Parce que d'abord, il faut que vous puissiez nourrir votre population. Et pour nourrir votre population, il faut pouvoir produire. Alors, la production, on voit tout de suite d'abord le secteur primaire, c'est-à-dire les secteurs de transformation des produits de base. C'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche. C'est vrai que déjà, quand on dit agriculture, normalement, on y trouve la production animale aussi. On y trouve aussi la production animale. Donc, vous allez voir que depuis 2016, le président de la République a travaillé à donner une place de choix à notre agriculture, parce que c'est la base de tout. Tant que nous n'avons pas des produits, nous n'arrivons pas à produire les produits de base, on ne peut pas arriver à les transformer ensuite pour créer de la richesse. Donc, quand on prend le cas spécifique du Bénin, par exemple, dans le cadre du programme d'action du gouvernement, dès les premières années, vous allez voir que le pays a été maillé en pôle de développement agricole, ce que nous avons appelé les PDA. Nous en avons 7 au Bénin. Et en fonction des avantages comparatifs de chaque région, chaque pôle a pris le lead sur un certain nombre de filières à forte valeur ajoutée. Ce qui a permis d'accroître la production de ces matières premières-là au niveau de chacun de ces pôles-là. Et quand ça c'est fait, il faut penser maintenant à comment transformer ces produits-là. Parce que c'est dans la transformation qu'on crée de la valeur. En transformant, on prend d'abord la matière première à laquelle on ajoute un certain nombre de facteurs comme l'énergie, la main-d'œuvre et bien d'autres choses. Donc vous voyez que quand on parle déjà de main-d'œuvre, on parle de création d'emplois. Donc au finish, les produits agricoles, une fois transformés, prennent de la valeur et vous vous rendez bien compte qu'une fois que ça prend de la valeur, pour les vendre, il faut les vendre à un prix beaucoup plus élevé. Donc il y a de la richesse qui se crée. Et c'est cette richesse-là qui, après, va être partagée entre tous les acteurs économiques que vous connaissez. L'État va prendre sa part, les employés vont prendre leur part, ainsi de suite. Donc, au finish, tout le monde aura profité de ça. Donc, quand nous disons que la production est le moteur de la création de la richesse et le moteur de l'économie, du développement économique, donc de façon très simple et très schématisée, voilà ce qu'on veut dire. Quand on prend l'initiative même, le mois d'octobre comme mois de consommer local, quand on prend même l'initiative, alors comment la stratégie a été donc en quelque sorte adaptée, parce qu'on parle d'une stratégie industrielle et commerciale. Comment vous avez pu adapter à cette vision ou à cette stratégie au plan national? L'objectif principal de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, était de rendre les économies de nos pays résilientes. Et qu'elle puisse faire face à tous les chocs qui pourraient venir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et si vous n'arrivez pas à avoir une certaine suffisance, vous ne pouvez pas donc être résilient et vous ne pouvez pas faire face aux chocs. Alors, déjà au plan national, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a le PAG qui avait déjà
pris en compte tous ces aspects. Baliser le terrain. Qui avait déjà balisé le terrain parce que déjà de 2016 à 2021, on a parlé de la transformation structurelle de l'économie. Et de 2021 à 2026, il fallait poursuivre cette transformation structurelle de l'économie en accélérant la croissance économique. Et on le remarque bien puisque aujourd'hui, nous sommes à un taux de croissance de plus de 7,8%, ce qui n'est pas du tout évident quand on regarde ce qui se passe un peu partout dans le monde aujourd'hui. Le Bénin reste un pays qu'on peut dire à fort taux de croissance. Ça veut dire que cette initiative qui a été prise au plan sous-régional a pu être bien implémentée au plan national parce que au niveau du secteur primaire, on a connu une croissance de la production agricole. Au niveau du secteur secondaire, il y a une floraison d'entreprises industrielles qui se sont installées et qui ont permis de produire et de créer de la richesse. Donc à ce niveau aussi, on a eu un taux qui a même dépassé, un taux de croissance qui a même dépassé les 8%. Et finalement, au niveau du secteur commercial aussi, forcément, quand on produit, c'est pour vendre. Il y a eu un accroissement aussi. D'accord. Alors, quels sont les acteurs véritablement qui sont impliqués dans l'organisation du mois de consommer local? Dans l'organisation du mois de consommer local, il faut dire, en premier chef, le chef de file, c'est d'abord le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers la personne de Madame la ministre, qui a mis en place à cet effet un comité. Alors, en dehors de ça, il y a... Donc, on peut parler là de l'État d'abord. C'est d'abord l'État. D'accord. C'est d'abord l'État. Après l'État, il y a les opérateurs eux-mêmes, les transformateurs avec lesquels nous travaillons. Il y a, c'est vrai, à côté du comité national de pilotage, il y a au niveau de chaque département aussi un comité de pilotage départemental. Et il y a maintenant les partenaires au développement et les partenaires technico-financiers qui, tout au long de l'année, accompagnent les producteurs dans un certain nombre de domaines pour les amener, par exemple, à avoir des certifications, pour les amener, par exemple, à parfaire leur production, pour les amener à travailler sur l'emballage et sur beaucoup de choses. Donc, globalement, voilà les acteurs clés qui sont autour du mois du consommation local. D'accord. Mais quand on rentre, comment dirais-je, au niveau pratique, si on doit vraiment, de façon tangible, qui on voit véritablement autour de l'organisation de ce mois de consommation local? Autour de l'organisation de ce mois de consommation local. Oui, de façon pratique. Non, de façon pratique. Parce que ce n'est pas la ministre qui descend sur le terrain. Donc, rien ne se passe sans elle. C'est sous son leadership, c'est elle qui désigne les personnes qui doivent se retrouver au niveau du comité. Mais elle a délégué une bonne partie de l'organisation à Madame la directrice de cabinet et à la direction du comité du commerce intérieur. Okay. Et au niveau départemental, les directions départementales suivent. Donc voilà. Donc c'est de cette manière que c'est organisé. Alors quand on dit mois de consommer local, quelles retombées concrètement? Parce que bon, c'est vrai, c'est un slogan. On voit des stands qui sont installés un peu partout dans le pays, que ce soit à l'intérieur où des activités sont organisées. Mais quand on doit vraiment aller au niveau des retombées, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le premier objectif était d'activer au niveau des populations une certaine fibre patriotique qui les amène à avoir une préférence nationale, une préférence pour les produits locaux. Et je peux dire que sur ce pan, il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui, les gens demandent. La demande des produits locaux a nettement augmenté. Alors, en dehors de ça, les producteurs eux-mêmes, on procède à une valorisation de leur savoir-faire, à une valorisation de ce qu'ils produisent et même de leurs compétences à travers l'organisation de rencontres professionnelles. Troisièmement, on leur permet de rentrer en contact avec d'autres partenaires tels que les institutions financières, les distributeurs. Et cette année, par exemple, avec l'appui de certains partenaires, nous avons eu à organiser un panel de discussion, même un atelier carrément de formation par rapport à comment on doit profiler la distribution. Parce que c'est bien de produire, c'est vrai, il y a les questions de qualité sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, mais si on n'a pas les distributeurs qu'il faut, c'est-à-dire les vendeurs qu'il faut, qui ont la compétence qu'il faut, les qualités qu'il faut pour pouvoir vendre les produits, c'est que la chaîne sera en panne. Donc cette année, par exemple, on a beaucoup plus misé sur ça. On a travaillé sur quel est le profil des distributeurs que nous devons avoir et quels sont les outils à leur donner pour pouvoir mieux vendre les produits fabriqués localement.
En dehors de ça, il y a les questions de compétitivité. Parce que si le produit doit être vendable, il faut que le produit soit compétitif. Et pour que ce soit compétitif, on va travailler déjà sur la qualité, on va travailler sur les normes, on va travailler sur l'emballage et on va travailler sur le prix que je devais même d'ailleurs mettre en avant. Mais pour que nous ayons les meilleurs prix, il faut qu'on puisse arriver à une production de masse. C'est la production de masse qui va nous amener finalement à baisser les coûts et avoir au finish un coût de revient amoindri. Donc voilà un certain nombre de choses sur lesquelles on peut dire aujourd'hui qu'il y a un résultat qui s'opère, qui s'observe. Mais l'appui institutionnel continue et le gouvernement n'a pas arrêté d'avoir de nouvelles initiatives pour toujours continuer ensemble avec les partenaires à accompagner les promoteurs pour que nous ayons des produits vraiment de bonne qualité et compétitifs sur le marché. D'accord. Alors, est-ce qu'au cours de cette période, on peut noter donc une augmentation ou une création d'emplois, par exemple, au cours de cette durée de 1 mois consacré aux consommateurs? Est-ce qu'on peut sentir un boom au niveau de la création de l'emploi? On sent forcément un boom, mais laissez-moi vous dire que l'objectif de ce mois n'est pas forcément de vendre. L'objectif premier, c'est d'abord c'est la promotion. D'accord. C'est la promotion, c'est de faire connaître le savoir-faire de nos opérateurs, c'est de faire connaître le savoir-faire local. Alors, quand ce savoir-faire est connu et que c'est adopté par la population, c'est adopté par les consommateurs, alors les mois et les jours qui vont suivre, c'est clair que le boom va suivre. Donc la demande va se trouver améliorée et comme c'est une chaîne, les prix vont baisser, ainsi de suite. Donc c'est clair qu'en termes de création d'emplois, déjà sur les stands et déjà au niveau des marchés, il y a recrutement des gens qu'il faut mettre sur place. Sur le point de vue de la logistique, il y a création d'emplois indirects et tout. C'est ça. Mais les retombées que nous attendons, c'est sur le long terme et c'est après la foire. Avec l'initiative concernant bien entendu le mois de consommer local, parce que quand on dit consommer local, c'est pour que véritablement les populations puissent consommer les produits réalisés dans notre pays. Donc si je mangeais du pain importé, je dois pouvoir manger donc du pain fabriqué sur le plan local. Si vous faites une analyse comparative où vous analysez un peu sur les 6 ans et autres, est-ce qu'on peut dire que ce mois a eu un impact sur la balance commerciale? Forcément, même si je n'ai pas de façon exacte des éléments ou des chiffres à vous donner. D'accord. Mais comme nous sommes tous les jours avec les opérateurs économiques, on sait à peu près ce qui se passe. Quand nous prenons l'exemple du pain, par exemple, c'est vrai, c'est la farine de blé qui est utilisée pour faire le pain. Et c'est vrai aussi qu'on a au moins 2 usines sur place qui font aujourd'hui de la farine de blé, même si la matière première vient d'ailleurs. Mais on a aujourd'hui la possibilité d'utiliser à la fois la farine de blé et la farine de manioc pour faire aujourd'hui le pain. Et c'est ce qui est d'ailleurs conseillé aujourd'hui. On est en train de travailler à ce que progressivement, on trouve la façon de pouvoir faire du pain à 100% manioc. C'est vrai, ça se fait déjà aujourd'hui, mais ça n'a pas encore atteint le niveau de finition ou de qualité qu'on aurait souhaité. Donc on est en train de travailler sur les additifs à y mettre pour qu'on ait au finish la qualité qu'il faut. Donc il en est ainsi pour beaucoup d'autres produits. Cette année, nous avons décidé de travailler de façon spéciale sur certains produits à forte valeur ajoutée tels que le poulet. Vous savez que le gouvernement a pris l'initiative d'interdire la consommation et l'importation et la consommation des produits, des poulets venus d'ailleurs. Donc cette année, on a mis un peu le phare sur les poulets locaux. Parce que justement, le gouvernement appuie fortement à travers des ATDA dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette production-là en matière d'aliments et en matière même de mise à disposition de poussins. ATDA, c'est quoi? C'est les agences territoriaux de développement agricole. D'accord. Les agences territoriales de développement agricole, s'il vous plaît. Donc à travers ces agences-là, l'État appuie déjà la production, les producteurs de poulets. Donc on espère que d'ici là, qu'on sera complètement autosuffisant sur ce plan-là. Donc j'ai parlé des poulets, j'ai parlé du sésame, qui est un produit qui commence vraiment à être demandé, surtout à l'extérieur. Donc on a mis ça un peu en avant, le karité, et notre miel local aussi, que les gens commencent à beaucoup demander. Et en dehors de ça, on a mis un peu les projecteurs aussi sur les produits cosmétiques fabriqués localement, les produits bio cosmétiques.
D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons bien entendu de l'édition de 2026 du mois de consommer local. Alors, quel est le message central que le comité d'organisation ou bien l'État même, l'État central a décidé donc de véhiculer? Quel est le message? Alors, le thème de cette année est investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché. Ok. Donc, investissement agroalimentaire, il s'agit pour l'État et ses partenaires de stimuler un peu tout ce qui est investissement. De stimuler ou bien d'accompagner? De stimuler, d'accompagner. Parce que si on reste de loin, qu'on stimule sans accompagnement... Non, on ne peut pas stimuler si on reste loin, parce qu'il y a des actions phares à mener pour inciter les gens vraiment à aller dans la filière. D'accord. Et déjà, sur le plan agricole, beaucoup de choses se font. Beaucoup de choses se font au niveau des intrants qui sont aujourd'hui subventionnés. Beaucoup de choses se font au niveau des machines agricoles où l'État les met à disposition à des conditions vraiment subventionnées, dans des mesures qui permettent aux producteurs de les avoir. Il y a même aujourd'hui possibilité de louer les tracteurs et de travailler à des coûts vraiment moindres. Alors, même pour les espaces à irriguer, l'État intervient. On en a beaucoup vu, on en a même visité récemment encore. Sur la production même, l'État accompagne en mettant à disposition, par exemple, des aliments, que ce soit pour les poissons, pour les ovins, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là pour non seulement inciter, mais accompagner les producteurs à aimer. Parce qu'il faut dire que l'investissement agricole aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup de moyens. Pour avoir aujourd'hui un espace agricole vraiment sérieux, il faut y mettre beaucoup de moyens. Et je pense que l'État a très bien compris ça et fait ce qu'il faut pour les accompagner. Donc, on les accompagne. Et quand les producteurs de l'agriculture, il faut forcément les amener aussi, il faut créer les unités, il faut avoir l'outil industriel qu'il faut pour les transformer. Donc, dans ce sens-là aussi, vous savez bien avec moi que il y a les zones économiques spéciales qui ont été créées, les zones industrielles, notamment Claude Igbe aujourd'hui, où se développent beaucoup d'unités intégrées, notamment pour la transformation du coton, de la noix d'anacarde, du karité et beaucoup d'autres choses. En dehors de ça, comment faire maintenant pour valoriser le savoir-faire local? Ce n'est pas forcément un savoir-faire industriel, mais ça peut même être un savoir-faire artisanal. Tout à fait. Donc, dans ce cadre-là, ça c'est... Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le plan artisanal. On n'a pas besoin d'usine. Voilà, on n'a pas besoin d'usine. Oui. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez notre gari, qui est fabriqué à Savalou, hier, on a assisté à une cérémonie sous l'égide de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, où notre gari a reçu une reconnaissance, ce que nous appelons IGP. Okay. Donc aujourd'hui, le gari de Savalou a une identité géographique protégée. Ça veut dire que c'est une reconnaissance à la qualité liée au territoire de Savalou. C'est-à-dire le gari qui est produit sur le territoire de Savalou a aujourd'hui un nom, une reconnaissance internationale protégée par l'OAPI. Okay. Il en a été de même pour l'huile végétale que nous appelons agronomie, qui est produite à Agoni. Donc ces deux qualités ces deux aliments, ces deux produits aujourd'hui ont une identité géographique et peuvent être vendus partout dans le monde. Donc je crois que ce genre de choses est à multiplier pour permettre la labellisation de nos produits et pour qu'ils puissent avoir facilement accès au marché. Donc je débouche donc sur l'accès au marché qui est la capacité pour les produits de chez nous de pénétrer déjà le marché national, mais aussi les marchés internationaux. Bon, dans ce cas, c'est clair qu'il y a les questions les barrières tarifaires et tout ça qu'on doit négocier pour que ça soit levé. Bon, déjà, dans l'espace CEDEAO, on est très avancé. Dans l'espace Le Monde, on est très avancé. Mais par rapport aux autres produits, il y a les questions de normes. Si vous voulez importer vers le marché européen, par exemple, il y a les normes qu'il faut forcément respecter. Vers le marché américain aussi, c'est pareil. Donc, le gouvernement travaille aussi à accompagner ces produits-là pour qu'elles puissent intégrer ces marchés-là. Et aussi travaille à tout ce qui est voie de sortie, tout ce qui est infrastructure routière, parce que quand les produits quittent les champs ou les usines, il faut bien pouvoir les acheminer soit vers le port, soit vers les marchés. Donc dans ce cadre-là, vous avez vu que déjà il y a beaucoup de marchés qui ont été
rénovés, complètement construits. Et les routes aussi sont en train d'être faites pour permettre et pour servir d'exutoire pour les produits. D'accord. Alors, poursuivons donc toujours sur l'organisation de cette activité au cours de cette année. J'ai bien envie de vous demander quel est le programme qui a été véritablement conçu pour cette année? Cette année, il faut dire qu'il y a eu un premier lancement qui a été fait au marché de Carré. Ça, c'est un peu l'innovation de cette année parce que nous avons le gouvernement mis en place. Moderne. Oui, des marchés modernes flambant neufs. Donc, il ne sert à rien d'avoir des marchés dans lesquels on ne trouve que des produits importés. D'accord. Donc, on a aménagé un espace spécialement local pour les produits fabriqués chez nous dans ce marché-là. Et un premier lancement a été fait là, pendant au moins une bonne dizaine de jours où les Béninois avaient accès aux produits locaux. Là. Et depuis le mercredi passé, il y a la foire nationale qui a été lancée à la place de l'Étoile Rouge. Donc en ce moment même, cette foire se tient et elle va finir le mercredi 22. Maintenant, en marge de la foire, il y a un certain nombre de panels qui sont organisés de masterclass sur des thématiques aussi très variées. Par exemple, sur l'accès au financement, l'accès au marché, la propriété industrielle, les notions primaires de propriété intellectuelle pour permettre aux producteurs de protéger ce qu'ils font, de protéger leur savoir-faire. Il y a aussi un masterclass qui est organisé, un concours d'art culinaire pour permettre un peu de valoriser le savoir-faire en termes de cuisine de nos mamans. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres innovations qu'on peut retenir concrètement pour cette édition? Pour cette édition, bon, il y aura aussi une caravane. Il y a une caravane qui est censée parcourir tous les départements. Et sur cette caravane-là, on aura à mettre un certain nombre de produits phares en exergue et à les valoriser. Maintenant, quand on va finir la foire nationale, il y a les départements qui vont prendre le relais. Donc déjà, il y a des collègues qui ont commencé et bientôt Cotonou aussi va commencer. Donc si vous permettez, tout à l'heure, je vais vous donner avec précision les lieux où les foires départementales auront lieu. Il n'y a pas de souci. On y reviendra forcément. Alors, concrètement, quand on pense produits au Bénin aujourd'hui, qu'est-ce qui motive vraiment l'État aujourd'hui? Quelles sont les filières, concrètement, qu'on peut valoriser à travers ce mois de consommer local? On a déjà le coton. On a le coton sur lequel on peut dire que... Qui est déjà transformé. Qui est déjà transformé, sur le coton sur lequel le Bénin a une chaîne complétée. Je crois que, si je n'abuse, le Bénin est un des rares pays où, en un seul espace, on a des unités intégrées, c'est-à-dire qui transforment le coton depuis la fibre jusqu'au produit fini, jusqu'au maillot par exemple. D'accord. Vous voyez, il y a des espaces comme ça, il semble qu'il n'y en a pas beaucoup au monde. En dehors de ça, on a le cajou, qui est un produit qui est totalement transformé aussi aujourd'hui au Bénin. Il y a le soja qui se transforme en huile. Il y a, toujours sur le coton, il y a aussi l'huile l'huile de coton qui se produit au Bénin. Il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le poulet sur lequel on est sérieusement en train de travailler. Il y a le karité, il y a le sésame et il y a le miel. D'accord. Voilà, merci beaucoup à vous. Et vous avez parlé tantôt de l'organisation. Quand on va finir la phase nationale, on va donc embrancher avec la section départementale et autres. Qui sont les acteurs qui sont impliqués à ce niveau-là? À ce niveau, il y a les lutteurs. Il y a d'abord les producteurs locaux au niveau de chaque commune. D'accord. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'atteindre toutes les villes et même tous les arrondissements et tous les villages. Parce qu'il y a de ces talents-là qui sont vraiment cachés et que personne ne connaît. Donc, les foires départementales constituent pour nous l'occasion de mettre en valeur, de sortir ces gens-là de leur trou pour que, au moins déjà au niveau départemental, les gens sachent ce qui se passe. Et quand nous finissons les foires départementales, et que nous faisons le point et qu'il y a des gens vraiment qui se sont bien exprimés, on s'arrange pour que l'année qui suit, on les envoie au niveau national pour qu'au niveau national aussi les gens sachent qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, en quelque sorte, c'est comme si vous êtes à la quête de pépinière. Bien sûr, exactement, c'est l'objectif. Et ça nous permet aussi de les mettre en contact avec les partenaires techniques pour les accompagner,
Parce qu'il y a des gens qui ont le savoir-faire, mais qui n'ont aucun moyen pour assurer vraiment la production. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre un produit sur le marché s'il n'a pas les autorisations qu'il faut. Et déjà, si vous n'avez pas l'unité de production qu'il faut. Et c'est en ce sens qu'il faut saluer certaines initiatives gouvernementales. Si nous prenons le cas de l'ananas, par exemple, Madame la ministre est en train de travailler à ce qu'il y ait une unité de production de jus, par exemple. De façon à ce que, quand tu as un savoir-faire en cette matière-là, même si tu n'as pas d'unité de production, tu viens là, tu exposes ton procédé, on te fait la production et on te le met sous ton emballage. Donc tu n'auras pas forcément d'être propriétaire toi-même d'une unité de production avant de pouvoir exprimer ce que tu sais faire. D'accord. Au niveau régional, est-ce qu'il y a une implication, par exemple, de la préfecture, des mairies et autres des arrondissements? Forcément. Au niveau régional, les préfets sont totalement impliqués. Et quand nous organisons les foires, par exemple, il y a même des préfets qui exigent que tous les services déconcentrés de l'État viennent visiter la foire et viennent procéder aux achats. Parce qu'il faut que le changement de comportement commence par nous-mêmes, d'abord les fonctionnaires, avant que le reste de la population. Tout au moins ceux qui ont le pouvoir d'achat, ils doivent pouvoir quand même venir. Bon, donc Il y en a qui ont le pouvoir d'achat, même au niveau de la population, mais qui ne savent pas qu'il y a certaines choses qui se produisent au Bénin. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de parler à ces gens-là et de les amener. C'est pour ça qu'on communique beaucoup pour que les gens viennent découvrir. D'accord. Je veux focaliser un peu votre attention sur ce qui se fait sur votre territoire. Vous couvrez bien entendu le département du littoral et de l'Atlantique. Alors spécifiquement, qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Spécifiquement au niveau de l'Atlantique, on a beaucoup les produits dérivés du palmier à huile. D'accord. Et là-dessus, il y a beaucoup d'innovations que nous avons observées. Si vous allez sur la foire nationale, par exemple, vous allez voir beaucoup de produits cosmétiques qui sont issus du palmier à huile. Notre coton là, aujourd'hui, les gens en ont fait un savon liquide merveilleux avec les parfums de divers parfums. Vous pouvez aller visiter un peu le Hatan. Vous allez voir ça là sous toutes ses formes. Donc tout ce qui est dérivé local mais vraiment très bien fait. Donc je vous invite à aller visiter. Donc quand on laisse l'aspect palmier à huile, j'ai parlé tout à l'heure du poulet. Et aujourd'hui nous avons des fermes où les gens font des abattages et ils transforment le poulet. Vous pouvez l'avoir sur toutes les formes que vous voulez. Vous pouvez même avoir simplement les cuisses, un peu comme c'est importé d'ailleurs. Vous pouvez même avoir les pattes, vous pouvez avoir les coups, vous pouvez avoir le complet, vous pouvez l'avoir en haché, en tout. Il y a de ces unités-là aujourd'hui qui se sont spécialisées dans... Donc on peut dire qu'on est en train de cultiver un savoir-faire. On est en train de cultiver... On est vraiment en train de cultiver un savoir-faire qui répond vraiment aux besoins locaux. Et c'est ce qui est impressionnant dans ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens tiennent compte aujourd'hui des besoins de la population pour leur proposer des produits qui sont vraiment adaptés. D'accord. Et il y a un problème, je ne sais pas si vous vivez ça dans votre environnement immédiat ou chez vous ou pas. On a l'impression qu'on est habitué à certains produits. Quand on va même dans le domaine alimentaire, c'est que soit on mange du riz, soit on mange la pâte, soit on mange peut-être des pâtes alimentaires, spaghettis et autres. Et donc ça fait ce circuit-là peut-être toute une année. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui se développent et que vous essayez un tant soit peu de mettre en exergue donc au cours de cette période de mois de consommateur? Parce que quand même, il y a des mélanges qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut transformer pour quand même changer un peu les recettes que nous avons dans nos maisons. Est-ce qu'un travail se fait là-dessus? Vous savez, les gens ont déjà des habitudes. Et c'est pas facile de changer les habitudes. Ce qu'on essaie de faire peut-être, c'est de trouver des produits alternatifs qui ressemblent un peu à ce qu'ils aiment déjà. Si nous prenons le cas du riz, par exemple, on n'a pas forcément un produit alternatif, mais le riz se produit déjà au Bénin. Heureusement, aujourd'hui, à Malanville et à Glazoué, nous avons une unité nationale qui produit du riz et qui le met sur le marché. Il y a d'autres encore, ça, c'est pas comme si je faisais de la publicité, parce qu'il y en a encore. Ça prend du temps à cuire par rapport... Non, je peux vous dire que c'est du riz de très bonne qualité. Ce n'est pas du riz décortiqué. Parce que ce qu'on nous amène d'ailleurs, parfumé et tout ça,
Oui. C'est compliqué. C'est D'accord. compliqué. Je ne veux pas leur faire de la compte publicité, mais moi, Ok. chez nous, les autres, vraiment, apprendre à goûter le riz venu de Glasgow ou le riz venu de Grand Popo, quelque part là-bas. En tout cas, moi, c'est ce que je consomme chez moi maintenant et c'est très bien. Et c'est nourrissant et il y a tout ce qu'il faut dedans. D'accord. Alors, parlons, je voudrais revenir un peu sur l'implication de l'État. Hein. Quel est le mécanisme d'appui aux transformateurs et bien entendu les subventions, les cadres réglementaires et autres que vous mettez en place vraiment pour accompagner les producteurs? Il y a beaucoup d'initiatives que le gouvernement a mises en place. Oui. Déjà sur le plan de l'agriculture, il y a beaucoup de projets. Mais les structures qui prennent aujourd'hui le lead en termes de production agricole pour l'accompagnement, et aussi bien en termes de formation, en termes d'accompagnement, de subventions et suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les ATDA qui s'en occupent très bien. Okay. Alors pour les PME, et pour les opérateurs qui ont des initiatives et qui ont quelques difficultés de formation ou de financement, il y a aujourd'hui une espèce de guichet unique qui a été créé depuis quelques années par le gouvernement qu'on a appelé l'ADPME. Donc au niveau de ce guichet-là, il y a tout un ensemble de programmes qui permettent aujourd'hui d'accompagner les entreprises et de les amener jusqu'au financement et qui les suit. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a un gros effort qui est fait et qui arrive à identifier vraiment les besoins de chacune de ces unités de production en fonction des secteurs dans lesquels ils évoluent et trouve les moyens qu'il faut pour les accompagner. Parce que je pose la question tout simplement parce que dans nos localités, il y a des jeunes par exemple qui inventent des choses, qui arrivent à trouver quelque chose, mais comment retrouver le chemin du financement, c'est compliqué. C'est vrai que c'est des fois... Parce que l'État peut avoir toutes les initiatives, s'il n'y a pas le secteur privé qui puisse mettre les ressources et financer, créer des entreprises et créer des boîtes, comme on le dit, comme cela se doit, on n'aura rien. Tout à fait. Et je crois que le gouvernement a bien conscience de ça. C'est pour ça qu'elle fait en ce moment la promotion de l'initiative privée, mais à fond. Donc, malheureusement, je n'ai pas les contacts ici, mais je peux vous dire qu'au niveau de des PME, beaucoup de choses se font. Et par rapport à la valorisation des savoir-faire locaux aussi, il y a aujourd'hui Azoli qui appuie et qui accompagne beaucoup. Donc voilà quelques pistes que je peux déjà donner à nos jeunes entrepreneurs qui sont là et qui sont à la recherche d'adresses sûres. Voilà. D'accord. Au niveau du secteur, au niveau de votre département, on parle d'industrie et du commerce et autres. Est-ce que vous regardez les tomates qui pourrissent? Parce que les gens produisent. Il suffit pas de dire aujourd'hui on va produire. Bon, il y a moins de consommateurs et autres. Mais il faut stocker. Oui. Comment on fait tout ça? Comment vous arrivez à mettre tout ça en musique aujourd'hui pour nous sauver, pour sauver les producteurs? Parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui perdent carrément leur production. Oui. Une bonne partie en tout cas. On n'arrive pas à écouler parce qu'on fabrique les produits, mais bon, comme la consommation ne suit pas de façon systématique, alors les produits qui sont frais sur le marché, souvent ça retourne à la poubelle. Vous voulez parler des tomates fraîches? Oui. C'est ça? C'est juste un exemple que je donne. Oui. En fait, il y a des saisons. C'est une question de saison. Il y a des saisons dans lesquelles il y a tellement de tomates que ça pourrit. Oui. Mais il y a des saisons au cours desquelles il n'y a plus du tout de tomates. On est obligé de faire appel à la tomate venue d'ailleurs, notamment d'un pays voisin qui... C'est ça. C'est un peu voilà. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un constat que nous faisons. Mais tout ça, je pense que les efforts que le gouvernement est en train de faire en ce moment pour la maîtrise de l'eau et pour pouvoir juguler les questions de saison va nous permettre de pouvoir avoir de façon linéaire une production sur toutes les saisons de l'année. Parce que quand j'observe aujourd'hui, on est en train de développer une filière qu'on est en train d'appeler l'agriculture hors sol. Ok. Et ça permet de développer les cultures hors du sol et dans ce qu'ils appellent des serres. Donc les conditions climatiques qu'il faut sont créées de façon à ce que, quelle que soit la période de l'année, les productions puissent être faites. Donc si ces expériences qui sont en train d'être faites aujourd'hui sont généralisées dans le temps, je crois que bientôt on n'aura plus ces problèmes-là. Maintenant, par rapport à la transformation, parce qu'il y a beaucoup d'unités de production aujourd'hui qui transforment la tomate en purée. Oui. Donc pour éviter que les surplus qui ne sont pas vendus sur le marché ne soient jetés,
il faut qu'on puisse avoir la bonne intelligence pour mettre en relation les producteurs avec les transformateurs. Okay. Pour que, même d'une saison à l'autre, que ces tomates-là qui sont transformées en purée soient récupérées et que ces purées-là soient vendues en période de soudure. Donc il y a un travail à faire encore à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Alors, on parle bien des produits que nous devons consommer. Il faut quand même pencher un peu la réflexion sur la qualité. Oui. Est-ce que vous rassurez les Béninois que ce que vous voulez les amener à consommer, vous dites consommons local, est-ce qu'il y a la qualité? Vous savez, un des rôles majeurs du ministère de l'économie, du ministère de l'industrie et du commerce, est d'assurer la protection du consommateur béninois et d'assainir le marché. Donc dans ce cadre-là, en tout cas, Madame la ministre, elle ne badine pas avec ça. Ses instructions sont très fermes. On s'assure forcément de la qualité de tout ce qui sort. Parce qu'aujourd'hui, aucun produit ne peut être mis sur le marché béninois tant qu'il n'a pas reçu ce que nous appelons l'autorisation de mise sur le marché. Et avant que l'autorisation de mise sur le marché ne soit donnée, ne soit délivrée, il faut que les tests et les analyses qu'il faut soient faits par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc cette agence a les outils qu'il faut, les laboratoires qu'il faut pour s'assurer du contenu de ce que nous mangeons. Donc avant de mettre un produit sur le marché, vous le faites valider. Vous le faites avoir les certificats qu'il faut par cette agence-là. Donc à partir de ce moment-là, a priori, les produits que nous mettons sur le marché. On vous voit faire les Django dans quelques boutiques là et vous sillonnez, vous dites que bon, on est allé contrôler, on a fait ceci, ce qui se passe par derrière, le citoyen n'en sait absolument rien. Non. Donc j'insiste là-dessus, est-ce que véritablement vous vérifiez les produits donc qui sont consommés par les Béninois? Nous vérifions avec la plus grande rigueur possible. Vous-même, vous savez, aujourd'hui, aucun fonctionnaire... Moi, je ne sais rien. Dites-nous tout. Je vous dis, je vous le confirme, aucun fonctionnaire de l'État aujourd'hui ne peut prendre le risque de bâcler son travail ou de mal faire son travail. Nous savons que le rythme imprimé par le président de la République aujourd'hui, c'est un rythme de rigueur. Donc, ce qui nous oblige à faire notre travail en toute conscience et avec beaucoup de responsabilité. Donc, sur ce plan, je vous dis que vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vrai que le risque de fraude ne manque pas parce que les opérateurs économiques, je dirais même pas les opérateurs économiques, l'humain cherche toujours les moyens pour contourner la loi. Mais dès que nous avons les informations, nous tapons. Donc sur ça, sachez que je vous rassure, les corps de contrôle du ministère de l'Industrie et du Commerce sont à l'œuvre, surtout que nous tendons là vers la fin de l'année. Nous allons nous assurer de ce que les Béninois ne mangent pas n'importe quoi. D'accord. Alors, accessibilité à présent. Est-ce que les produits sont accessibles? Parce que vous vendez des produits, vous nous dites qu'il faut promouvoir, il faut consommer local et tout, mais ces produits sont chers. Et c'est ce que les citoyens disent. Les produits sont chers sur le marché. C'est le gros défi que nous avons à relever, mais je pense que c'est encore nous-mêmes notre faute si les produits continuent à être chers. Comment? Vous allez m'excuser que je nous rejette encore la balle comme ça, mais c'est un travail de longue haleine que nous aurons à faire. Mais si tout le monde se met rapidement dans la danse, on va y arriver vite. Vous voyez, un produit qui est fabriqué par exemple dans le pays voisin qui compte près de 200 millions d'habitants, il produit forcément pour un marché de 200 millions d'habitants. Donc, il produit en masse. Nous sommes à peine 14 millions. Donc déjà, si on produit pour 14 millions et que sur les 14 millions, il y a peut-être que 2 millions qui ont envie de consommer les produits venus du Bénin, vous voyez quelle est la difficulté par rapport à quelqu'un qui produit pour 200 millions. Lui, il achète ses matières premières en grande quantité, ce qui lui fait forcément abaisser les prix, les coûts de transport et tout ce qui va avec, le savoir-faire. Il a la capacité d'acheter l'outil industriel qu'il faut pour aller vite et pour abaisser ses coûts. Et pour quelqu'un qui produit pour un petit marché, ça va être compliqué d'avoir les mêmes conditions à l'achat que quelqu'un qui produit pour un petit marché. Donc, il faut d'avoir la compétitivité. D'avoir la compétitivité en ce moment. Donc, pour le moment, il faut que nous, Béninois, nous consommions les produits locaux, même si c'est cher.
C'est ça. Même si le degré de finition n'est pas encore ce qu'on veut. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Oui. Il y a ça aussi. Même si le degré de finition, on voit des fois l'emballage, on se dit, il n'y a pas la finesse. Alors que des fois, peut-être que l'emballage n'est pas attirant, mais ce qu'il y a à l'intérieur est de très bonne qualité. Donc, c'est cette sensibilisation là que nous sommes en train de faire et que nous devons continuer à faire. Maintenant, de cette même manière, nous travaillons beaucoup avec les producteurs aussi pour qu'ils affinent leurs procédés, qu'ils affinent leur façon de présenter les produits pour qu'ils soient vraiment agréables déjà à voir et que les contenus, parce que par rapport au contenu, nous ne doutons pas de ça, c'est des produits de très grande qualité. Donc on va continuer à travailler et l'État aussi travaille déjà sur la fiscalité de certaines matières premières pour qu'au moins sur ce point-là, les produits locaux aient certaines facilités pour que les prix soient abaissés. D'accord. Voilà. On va donner la parole à nos auditeurs. S'ils posent des questions, on va pouvoir donc apporter des réponses. Je vais rappeler tout simplement les numéros pour intervenir sur nos plateaux. 01 68 87 67 00, le 01 50 52 52 73. Vous pouvez laisser vos questions via WhatsApp aussi, 50 52 52 73. Si quelqu'un est au bout du fil, on va le prendre. Bonjour. On m'appelle Monafrique. D'accord. Je suis une association de consommateurs. Je voudrais demander au directeur départemental que nous sommes arrivés dans nos investigations à tomber sur une problématique que nous voulons soumettre au ministère. Puisque le ministère n'est pas si accessible. Je sais bien de quoi je parle. Je voudrais leur demander que le ministère dise qu'au niveau des canettes qui sont produits, les producteurs au niveau national ou au niveau international, les vendeurs ont des produits pour effacer cette opération, n'est-ce pas, et font de café sur une lettre là-dessus. Donc, voilà une piste que je voudrais construire de toute départementale. Si je déclare avec nous, nous sommes prêts, et le mois venu, on va peut-être aller le rencontrer, et on va voir comment ça peut aller passer. Et c'est dangereux, comme on a vu ça, mais finalement, comment on va faire maintenant pour détecter le faux sur le marché. Donc, il faut que ce soit les crédits produits sur le plan local ou sur le plan international. Eh bien, on a fait cette marque-là, on peut soumettre au directeur départemental du ministère du Commerce. Et si cette personne pourra faire de faire avec nous. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous, Narcisse Rolonou. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Taoufika Kouloupano. D'accord, nous vous écoutons. Et je dois beaucoup remercier votre invité. Il a bien fait de venir nous parler de ce mois, le mois de la consommation consommée locale. Oui. Je suis content à travers les développements, les différents développements depuis 10h30 qu'il est en train de faire sur votre plateau, la radio Cotonou. Et je crois que je voudrais d'abord lui poser la question si ce mois qui est célébré, est-ce qu'on a au moins mis ce qui sont les acteurs clés? Quand je dis ça, je veux parler des scientifiques. C'est parce que ce que nous fabriquons chez nous, il faut l'avis de certains scientifiques et ceux-là qui sont les commerçants. Et quand on dit chez nous, c'est-à-dire dans notre colonial, les opérateurs économiques, le monde scientifique, est-ce que ce qui est organisé là, c'est seulement entre les quatre murs du ministère en charge du commerce et de l'industrie? Parce qu'aujourd'hui, si vous parcourez les hôpitaux, vous allez voir des jeunes qui ont 32 ans, mais qui disent tension de Delhi. À l'âge de 32 ans, on parle de tension. 30 ans, c'est-à-dire dans toutes les maisons aujourd'hui, c'est la tension qui est au rendez-vous. On consomme, regardez cette pléthore, cette multitude de crimes qui sont déversés dans notre pays. Et votre invité
blé. Il a dit qu'on utilise déjà le manioc, mais ça ne prend pas encore, ça ne répondait pas à la qualité. C'est pourquoi je parlais des scientifiques. Et ceux qui doivent faire le travail, qu'ils ont mis tout le monde dans la danse. Ça, c'est très important ce que je dis. Les biochimistes et tous ceux-là qui sont connus de part et d'autre, et qui sont aujourd'hui des doctorants à l'université de Parakou et d'Abou Mekalavi. Est-ce que tout ce monde, et il faut organiser régulièrement, ce n'est pas seulement le mois d'octobre seul, et qu'on peut parler de la consommation locale. La consommation locale, c'est quand les fêtes de fin d'année s'approchent souvent en octobre, on organise ces genres de thématiques. Normalement, la consommation, c'est du lundi au dimanche. 24 heures sur 24, on doit toujours parler de la consommation. Ce que nous devons consommer, ce que nous ne devons plus consommer. Et le blé là qui est consommé abondamment, votre invité, je veux qu'il m'en excuse, il ne veut pas nous dire qu'il ne mange pas 10 fois le pain en une semaine. Et tout le monde consomme le pain, ça dit abondamment, mais voilà que le blé est fabriqué de l'autre côté de l'Ukraine. Et en tout cas, laissez-moi parler à D'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ne suffit pas de passer une semaine ou bien 2 semaines pour parler de la consommation. Nous soutenons bien l'initiative, mais il faut faire à travers les assises, les forats et autres là. Les démographes puissent véritablement comprendre que nous, une mission, nous allons nous désormais. D'accord. J'aurais fini. Merci. Bon dimanche à vous. Merci. Bon dimanche à vous. Taoufik Klopanou. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, monsieur Liamidi Koumayon. Oui, comment ça va? Je vais bien. Et vous-même? Ah, je remercie Dieu. D'accord. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Gomez. Bonjour, monsieur Liamidi. Oui, soyez le bienvenu. Merci. Moi, j'ai quelques questions pour vous. Je dis, ma première question, je dis, comment faire pour associer l'ANIP à l'identification des bovins et caprins? Si les voleurs viennent voler pour qu'on les retrouve facilement, parce qu'ils nous empêchent d'envoyer assez du lait dans le marché, de fabriquer des fromages correctement pour nourrir notre peuple, qu'en dites-vous? Monsieur Gomez, consommons béninois ne prend pas. Mais quand on change l'étiquette du même produit et qu'on met ou qu'on colle l'étiquette Made in France, il coule facilement. Pourquoi? Les sites, je dis, les sites de production mal choisis, les eaux vannes et usées mal orientées, les installations mal entretenues, les installations électriques qui est un frein à la production, qui détruit les installations et appareils. Sans dédommagement, je dis bien sans dédommagement, cette société ne dédommage personne. Qu'en dites-vous et comment faire pour améliorer ces manquements, monsieur Gomez? Moi, j'ai eu des congélateurs grillés par les deux. Et nous avons écrit plusieurs fois. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas inquiétés. Ils n'ont même pas pitié de ces producteurs. Ce n'est pas normal. D'accord. Je vous remercie. Merci. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à vous, monsieur Liamidi Koumayo. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bernardin Fabi. Ah, d'accord. Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Oui. Je salue votre invité. Et merci pour sa présence. Maintenant, j'aimerais parler par rapport au mois de la consommation. Les produits locaux que nous produisons au Bénin. Pourquoi ça ne fait plus une semaine, à peine 2 jours, à l'achat, ça commence à pourrir? Nos tomates, nos oignons, nos piments, on ne sait pas ce qui se passe. Et en même temps,
vous voyez l'engrais dans tout. Et ça dégrade notre santé. J'aimerais que le directeur nous parle un peu par rapport à ça. Parce que la population crie. Et aussi les produits importés. Est-ce qu'il y a une vérification avant la consommation? Je ne suis pas trop sûr. Ce sont mes questions de ce jour. Merci à vous. D'accord. Merci. À Bernardin Fabi, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Yakosso. Sébastien Yakosso. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue notre invité. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Yakosso. L'objectif, c'est la promotion. Comment faire pour faire connaître ce que les Béninois font, ce qu'ils produisent, ce qu'ils construisent. C'est normal. Monsieur le directeur, croyez-vous que les jeunes artisans, promoteurs peuvent s'en sortir, peuvent réussir sans l'accompagnement de l'État? A-t-il une banque ou des banques au Bénin ici qui peut accompagner un jeune entrepreneur? Parce que les banques classiques sur place, vous savez, quand vous voulez faire des prêts, vous allez là-bas, ce qu'on vous demande, c'est énorme. Moi, j'ai un grand projet devant eux, mais je ne peux pas envoyer ceci. Vous savez ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous avez initié une banque ou une structure qui peut s'en charger? Et quand les jeunes vont construire, auront besoin de prêts, et cette banque peut les aider, peut les emprunter sans demander parcelles, garanties et autres. Deuxième préoccupation, notre entreprise journaliste a pris le soin de vous demander si nos produits sont contrôlés ici. Vous avez dit oui. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai, mais ce que nous, citoyens, nous constatons sur le terrain est que nos produits ne sont pas contrôlés. Parce que on a envoyé des ananas en Europe la fois passée, on nous a retrouvé ça ici, alors que nous consommons ça tous les jours. Les ananas aujourd'hui au Bénin sont triés et les gros ananas sont envoyés, on nous laisse les miettes. Et vous voyez, moi je suis dans un marché à ici, vous voyez les ananas qu'on nous vend aujourd'hui, ce sont des ananas spécifiques, non mûrs, de n'importe quoi. Et c'est encore cher. Vous les posez la question d'aujourd'hui, c'est parce que c'est envoyé à l'extérieur que les chétifs qui restent, on nous vend qu'à cher. Troisième préoccupation. Allez-y vite, s'il vous plaît. Oui, agroalimentaire, vous avez dit, l'État dit qu'il va suspendre, on a encore prolongé les délais. Alors que tous les jours qui se fait, on continue de créer des maisons de congelés, des viandes congelées qu'on nous importe toujours. Dans tous les quartiers de Cotonou, vous allez en trouver. Est-ce que vraiment, vous pensez supprimer ça, on va consommer local, tandis que le local aussi est plus cher que ce qu'on nous importe. Quand dites-vous, cher directeur? D'accord. Merci beaucoup à vous. S'il y a quelqu'un encore, on va revenir au plateau pour commencer à répondre, bien entendu, aux questions. On démarre, hein. Monsieur Fernando Gomez, vous êtes le directeur départemental de l'Atlantique et du Littoral pour le ministère du Commerce et de l'Industrie. Vous êtes sur ce plateau avec nous pour parler du mois de consommer local. Narcisse Rolanou, pour démarrer, hein, qui parle d'accessibilité au ministère. Est-ce que vous êtes vraiment ouvert? Les portes du ministère sont ouvertes aux associations de défense des consommateurs? Totalement. 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 Même lui, il ne voit pas ça? Totalement. Peut-être quand l'antenne il va me communiquer son numéro tout à l'heure, on va échanger. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, il dit qu'au niveau des boissons en canette, il y a les bonnes dames qui ont la capacité donc d'effacer et de réécrire donc les dates de péremption. C'est un danger. Ça, il faut le dire. Il y a une vidéo qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Nous avons vu aussi. Donc, nous sommes déjà en train de prendre les dispositions qu'il faut pour voir quels sont les commerçants qui se livrent à de tels actes. Et ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà sur la piste. Et les jours à venir, vous aurez de nos nouvelles. Donc vous certifiez on a vu que les gens changent? On a vu.
les dates de péremption. On a vu. Comment on peut être sauvé dans ça? On va être sauvé. On va être sauvé parce qu'on va appliquer les tests. On va appliquer les tests. C'est heureux que le gouvernement qui est en place pense vraiment à la santé des consommateurs. Et vous savez, récemment, il y a une nouvelle loi qui a été votée. Vous savez pourquoi j'insiste sur la question? Oui, dites-moi. Vous savez, si c'est un autre produit, on peut comprendre. Vous allez dans un bar, peut-être la nuit, vous achetez canette, alors que la date de péremption, parce que quand on ouvre là, quand ça fait paf là, on envoie directement. On n'a pas la chance même de voir le produit, de savoir s'il y a des dépôts, s'il y a des déchets dedans. Mais si on doit encore traficoter la date, franchement parlant, c'est qu'il y a danger. Il faut taper du poing sur la table et non pas... Voilà, c'est pour ça que c'est sur la source qu'on travaille directement. Et convenez avec moi que ça, c'est un travail vraiment de fourmi qu'on fait. Parce que si on se lance sur une piste et que les gens ont l'information, c'est qu'on n'arrive jamais à démanteler le réseau. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de discrétion depuis un certain nombre de jours sur ça. Donc, pour identifier. Permettez-moi de ne pas en dire plus. Ok. D'accord. Vous promettez quand même de nous sauver. Je promets que vous serez sauvés. J'insiste là-dessus. Quand on dit canette, on ne voit pas ce qu'il y a dedans avant de mettre dans la bouche. Au-delà de l'aspect physique et des inscriptions qui peuvent être faites sur les emballages, il y a certains réflexes que nous devons commencer à avoir. Quand vous ouvrez une canette par exemple, et que, comme vous le dites, ça ne dit pas puff là. D'accord. C'est que certainement que la date est passée ou bien en même temps la canette a eu une lésion et le gaz s'est échappé. En tout cas, donc ne consommez pas ça. Ne consommez pas. Oui. Ne consommez pas. Donc il y a de ces petits réflexes aussi qu'on doit avoir. Maintenant, l'autre chose aussi, nous les Béninois. Ou bien quand la boîte aussi est gondrolée, il faut laisser de côté. Oui, nous on dit même quand il y a une petite faille sur l'emballage, franchement, il faut laisser. Même la peinture décolorée et tout ça. Parce que la simple exposition, les conditions de stockage même peuvent détériorer la qualité de... Donc quand vous sentez, vous avez le moins de doute, dites au vendeur de vous changer le produit ou bien vous allez ailleurs. C'est mieux parce que avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme maladie, il vaut mieux que nous-mêmes nous prenions un minimum de précaution dans tout ce que nous consommons. D'accord. Alors, toujours pour aller dans ce sens-là, peut-être que ça va permettre en même temps de répondre aux questions d'autres intervenants. Il y a une autorité qui a été mise en place depuis quelques mois, qu'on a appelée l'autorité de mise en consommation. Okay. Cette autorité viendra régler tous ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a les laboratoires sont un peu dans tous les sens. Donc, il a été créé aujourd'hui une autorité qu'on a appelée l'autorité de mise en consommation. La structure, le conseil a été déjà mis en place, donc les structures opérationnelles seront mises en place les jours à venir. Si bien que tous les laboratoires d'analyse qu'il faut au niveau de chaque domaine, de l'alimentation, l'électricité, les cosmétiques, l'eau, tout ça, on aura les laboratoires qu'il faut pour contrôler tous ces produits-là. Parce que vous parlez d'eau. Voilà. Sur le marché, il y a des qualités d'eau. Quand vous ouvrez, même l'odeur vous repousse. Oui, c'est les clandestins. Mais quand on va sur le terrain, on remarque, on prend. Surtout l'affaire de Pure Water. Pure Water, c'est compliqué. Dans tous les sens. Cette autorité viendra régler toutes ces questions-là. Ne vous inquiétez pas. Et les corps de contrôle seront bien outillés, seront mieux outillés pour faire les contrôles sur le terrain. Donc, je pense que le gouvernement est en train de régler le problème. Donc, ce n'est qu'une question de jour encore. Mais en attendant, nous, on veille. Ok, on reste sur la question de Simon Narcisse Rolonou qui parle de comment détecter le faux sur le marché. Comment on fait? Le faux, je n'ai pas bien compris. Le faux de quel produit par exemple? Bon, il n'a pas donné d'exemple de produit, mais quand vous êtes un citoyen, vous devez acheter un produit sur le marché. Comment vous pouvez savoir si ce n'est pas vrai? Vous savez, quand nous parlons de faux, ça peut être de plusieurs ordres. Il peut y avoir un problème de qualité et il peut y avoir un problème de falsification. Tout à fait. C'est-à-dire, moi j'ai produit cette eau-là, je lui ai donné tel nom, mais quelqu'un d'autre passe derrière moi et produit la même eau, mais ça ne vient pas de chez moi. C'est ça. Mais quand vous regardez, vous aurez du mal à savoir si c'est la vraie ou si c'est la fausse. Toujours est-il que le contenu peut être bon.
C'est-à-dire, même celui qui produit le faux en griffe là, oui, le contenu peut être bon. Mais il est dans le faux. Il est dans le faux. Voilà. Donc là, c'est le problème. Ça pose un problème de protection. De protection pour celui qui a Premièrement mis sur voilà. le marché. Est-ce qu'il a protégé sa marque? Oui. Donc ça, c'est une autre question. D'accord. Maintenant, deuxièmement, même si c'est vous oui. qui avez produit et que la qualité n'y est pas, il y a des mesures apparentes à prendre. C'est de regarder la date de péremption. Déjà. Mais comment on peut effacer changer, ça, mettons dans l'hypothèse que la date elle est bonne. Donc, si on se met dans l'hypothèse que la date est bonne et que vous vérifiez, vous voyez que la date de péremption est passée, vous ne prenez pas. Non seulement vous ne prenez pas, mais vous informez les services compétents. Il faut signaler. Il faut signaler pour qu'on puisse venir enlever ça et qu'on fasse ce qu'on a à faire. En dehors de ça, tel qu'il y a quelques détériorations sur l'emballage, ne prenez pas. Il faut laisser. Il faut laisser. D'accord. Donc, de façon apparente, c'est ce qu'on peut déjà dire. Maintenant, si ça prête vraiment à confusion, là, on intervient, on fait les prélèvements, on envoie au laboratoire pour faire les analyses. D'accord. Taoufik Aklokbanon, il dit qu'il faut célébrer les acteurs clés. Est-ce que vous avez l'avis des scientifiques sur les produits? Les problèmes de nutrition ou de consommation locale, c'est pas seulement en octobre. Et il y a aujourd'hui, à côté du gouvernement, beaucoup d'autres partenaires tels que Gain, Cascade, qui travaillent tous les jours. Et je crois il y a 3 mois à peu près, nous avons eu avec le projet Cascade à organiser un séminaire par rapport à la qualité et par rapport aux aliments. Donc, ces genres de choses-là se font tout le temps. Et là, c'est des rencontres scientifiques où les gens viennent. On prend un produit, par exemple, on décortique. On prend, par exemple, les yams. On dit quelle est la qualité de l'yam que les Béninois veulent avoir. Ils veulent que ça ait un goût sucré, comme le lapagos. Maintenant, comment faire, quelle combinaison faut-il faire pour avoir cette qualité-là? Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais les années ou les mois à venir, vous verrez les fruits. D'accord. D'accord. Il dit, il a parlé de beaucoup de maladies et autres dans notre pays, et il dit, bon, et après? Parce que la question, je sais que je vais poser la question, mais comme il vient là-dessus, et après le mois d'octobre, qu'est-ce que vous faites? Le mois d'octobre n'est qu'un mois au cours duquel on met en avant le concept. D'accord. Mais tout au long de l'année, on y travaille. Tout au long de l'année, on travaille sur le consommation local. Et c'est un travail de sensibilisation qui se fait tous les jours et à tous les niveaux. Et il y a divers acteurs en fonction des cibles que nous avons. On organise des séances de sensibilisation. On fait aussi des plaidoyers pour que les opérateurs, les transformateurs soient appuyés et qu'ils aient ce qu'il faut pour avancer. Donc, ne pensez pas que c'est seulement octobre. Octobre, c'est que ce que nous mettons sur le tapis, mais tout au long de l'année, on travaille. Ok. Liamedi Koumagnon, lui dit comment on peut associer l'ANIP pour l'identification des voleurs de caprins, bovins et autres. Ça, c'est une idée qu'il vient de donner, donc on va la partager. On va réfléchir avec l'ANIP pour marquer les... D'accord. Alors, il dit consommation locale, ça ne marche pas. Même si vous fabriquez un produit au Bénin ici, que vous mettez dans l'emballage Made in France, ça va marcher. Alors que quand le Béninois voit ce qui est chose-là, donc fabriqué au plan local, ça ne passe pas. Comment on fait? Moi, je pense que la psychologie du consommateur béninois a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé par parler de cette affaire-là. Donc, ce n'est plus forcément aujourd'hui une question de made in ou de ça vient de non. C'est beaucoup ce qui gêne le consommateur béninois aujourd'hui, c'est peut-être le prix. Si on arrive à avoir des produits de la qualité, de bonne qualité, avec les prix qu'il faut, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur béninois est prêt à consommer le produit fabriqué chez lui. D'accord. Il a parlé des freins à la production. Il a donné l'exemple, par exemple, de l'instabilité de l'énergie électrique. Parce que les industries... Vous travaillez avec les industries, il y a quand même ce problème-là qui se pose encore. C'était factuel, mais on peut dire aujourd'hui que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Aujourd'hui, on a Maria Kreta qui nous permet de produire de l'énergie propre. Et les problèmes de délestage, on peut dire en tout cas,
pour ce qui concerne la plupart des unités industrielles aujourd'hui sont conjuguées au passé. C'est clair que des efforts restent encore à faire et le gouvernement a bonne conscience et est en train de prévoir encore d'autres investissements dans ce sens-là. Donc je pense que pour les questions d'énergie, c'est peut-être sur les coûts. Vous n'êtes pas le ministre de l'énergie. Oui, donc je ne... Mais lui souhaite quand même que le ministère de l'Industrie et du Commerce puisse voir au niveau de la SVE comment dédommager les gens qui ont leur compteur grillé, comment dire, leur congélateur grillé, c'est de ça qu'il parle. J'ai cru comprendre de son intervention, c'est les coûts sociaux environnementaux liés aux unités qui sont installées à proximité d'habitation. En fait, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Parce qu'il dit qu'il y a des unités qui déversent des eaux, ou bien qui polluent l'environnement et que ça gêne. Avant qu'une unité de production ne s'installe, il y a ce que nous appelons l'étude d'impact environnemental et social qui est faite d'abord. C'est un préalable. C'est ça. Tant que le ministre de l'Industrie et du Commerce n'a pas les résultats de cette étude-là, assorti d'un plan de gestion environnementale et sociale, c'est-à-dire, voilà, vous vous installez ici, voilà les coûts que vous allez créer à l'environnement, voilà les coûts que vous allez créer à la société. Par rapport à ça, voilà ce que nous proposons. Par exemple, je suis éleveur de volailles. Dans quel environnement je peux faire cette activité pour ne pas polluer par exemple, c'est interdit. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà. Donc tout ça a été déjà prévu. Maintenant, même si c'est hors de Cotonou que vous voulez le faire, par rapport à l'environnement, voilà les coûts que ça va générer. Quel plan avez-vous pour atténuer l'effet de tout ça sur la communauté? C'est ça qu'on appelle plan de gestion. Donc, c'est vrai qu'une fois que les autorisations sont données, les opérateurs ne veillent plus à l'application de ces plans-là. C'est pour ça que généralement on demande aux mairies, aux entrepreneurs de donner une copie de ce plan-là aux mairies. Donc, c'est normalement aux autorités locales de suivre ça et de remonter pour que les dispositions qu'il faut soient prises pour les amener à respecter. Merci. Bernardin Fabé, il dit nos produits pourrissent rapidement aujourd'hui. Il parle de l'engrais et tout ça. Comment on fait par rapport à ça? Ça, on va poser la question aux collègues de l'agriculture. On va leur poser la question, mais c'est vrai que le Bénin fabrique encore beaucoup de produits bio. Mais on utilise aussi des engrais, mais pas des engrais qui peuvent rendre malade la population. Parce que tout ce qui rentre là est suffisamment étudié avant même de rentrer, ensuite avant d'être utilisé. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des producteurs qui vont acheter les engrais ailleurs qu'ils ramènent de façon frauduleuse. Donc tout ça peut être la cause de ce que nous observons là. Donc en tout cas, on va encore en parler avec les collègues du ministère de l'Agriculture et ils vont trouver les solutions. Est-ce que vous arrivez à vérifier les produits importés avant la mise en consommation? Aucun produit ne peut entrer sur le territoire béninois s'il n'a reçu l'autorisation de mise en consommation. Dès que l'opérateur économique a l'intention d'importer, il amène un spécimen du produit aux laboratoires nationaux qui font les contrôles, qui font les analyses qu'il faut avant même qu'il ait l'autorisation de faire venir. Maintenant, quand le produit vient encore au cordon douanier, il y a des prélèvements qui sont faits par une structure qui a été recrutée par l'État. Et qui, au-delà même des analyses faites sur le territoire national, envoie encore à l'extérieur pour faire les analyses, pour confirmer ou infirmer. Voilà. Donc, a priori, aucun produit ne peut être en circulation sur le marché tant qu'il n'a pas été contrôlé. Sauf si c'est venu frauduleusement. Voilà. Sébastien Yonkosu, il dit comment réussir sans l'accompagnement de l'État, l'accompagnement des banques, contrôle des produits sur le marché, retour d'ananas, viande congelée, toujours sur le marché. Je mélange tout, pour que vous puissiez répondre globalement à Sébastien Yonkosu. Vous savez, le passé de nos entrepreneurs est en train d'agir négativement sur les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Parce que par le passé, il y a les banques qui ont pris beaucoup de risques, les institutions financières qui ont pris beaucoup de risques pour des projets ou pour certaines entreprises et qui, à la fin, se sont retrouvés nez à nez avec beaucoup de difficultés de paiement. Ce qui a fait que depuis un certain temps, vous allez remarquer que les institutions financières au niveau local ont un peu vissé les procédures d'octroi de crédit.
il faut dire qu'aujourd'hui, qu'il faut que nous formions mieux nos entrepreneurs à une certaine... nous leur donnons une certaine éducation financière pour qu'une fois que les crédits leur sont mis à disposition, qu'ils ne les distraient pas, qu'ils ne les utilisent pas à d'autres fins. C'est ce qui fait qu'après, ils n'arrivent pas à rembourser et ça met les établissements financiers en difficulté. Mais dans ce sens aussi, je crois que le gouvernement fait beaucoup d'efforts déjà à travers les microcrédits. C'est vrai que ça ne permet pas de financer de grands projets, mais aussi avec un accompagnement avec des structures comme Fonaga, où il y a la Caisse des dépôts et consignations aujourd'hui qui est là, qui peuvent se porter à caution pour des structures sérieuses qui ont envie d'investir et qui ont des difficultés. Il y a aussi une banque comme la BIC qui a été créée, qui est spécialement dédiée pour les industries et le commerce. Mais il faut pouvoir remplir les conditions qu'il faut pour pouvoir être en capacité d'avoir les crédits avec ces gens-là. Donc, globalement, nous allons continuer à travailler, comme on le dit, avec les entrepreneurs pour que... D'accord. Il y a sur WhatsApp Maurice Ogouchi qui dit le mois de décembre ne serait-il pas mieux indiqué comme mois du consommé local, décembre étant le mois de grande et de très large consommation de nos produits? C'était ça. Le mois d'octobre a été retenu par l'ensemble des pays membres de l'espace UEMOA. C'est vrai que depuis quelques années, moi, j'étais en train de réfléchir à ce qu'on puisse organiser, par exemple, tous les mois de décembre, une deuxième fois, pour inciter les consommateurs à consommer les produits locaux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc, c'est une réflexion qu'on est en train de mûrir et je pense que ça va prendre corps très rapidement. D'accord. En deux, il dit, nos dirigeants consomment-ils ces produits locaux? On les voit souvent à ces stands qu'à l'ouverture et à la clôture. Oui, parce que eux, c'est déjà dans leur habitude. C'est déjà dans leur habitude. Et quand ils viennent sur les stands, c'est pour montrer aux populations que c'est ce qu'eux-mêmes ils font. Donc, ils n'ont pas en réalité besoin d'être là tous les 10 jours de la foire. Mais l'acte qu'ils viennent poser, c'est juste pour dire voilà ce que nous-mêmes nous consommons. Faites comme nous. Vous êtes sûr, là? Je suis très sûr. Monsieur Gomez, vous achetez au bord de la voie, sur nos marchés là, comme nous, ou bien... Comme vous, même ma ministre, je peux vous dire... Son riz, c'est local. Tout ce qu'elle fait, pratiquement, c'est local. J'en sais quelque chose. Donc, sur ça, moi, j'ai les autres populations. Vous allez nous inviter. Vous allez inviter Radio Cotonou et on va voir. On va vous suivre toute une journée pour voir ce que vous consommez. Vous allez remarquer. En point 3, il dit, qu'en est-il de l'ananas qui n'est plus agréable au goût, très généralement, aujourd'hui? Ça, par contre, ça m'étonnerait. Ça, par contre, ça m'étonnerait parce que nous avons parlé des IGP tout à l'heure, des identités géographiques protégées. L'ananas du plateau d'Alada, par exemple, est une IGP. D'accord. Parce que c'est un ananas aux qualités mondialement reconnues. Parce que ça provient de cette région-là et ça a certaines caractéristiques et un certain goût qui plaît à tout le monde. Il peut y avoir des saisons où il y a quelques difficultés, mais en général, cet ananas-là est de très bonne qualité et est demandé par tout le monde. Voilà quelqu'un qui a envoyé donc la vidéo qui permet d'effacer la date de péremption. C'est ce qu'il a envoyé sur notre page. Il dit bonjour monsieur, bonjour à l'invité aussi. Pensez-vous que le travail que vous faites est vraiment propre? Et est-ce que vous consommez le piment vert béninois appelé bataki? Pensez-vous que le crin-crin est de bonne qualité aujourd'hui parce que ce n'est plus gluant et la bonne dame se plaint tout le temps? Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça, c'est Hugues Povi qui a envoyé cette question. Il dit la tchéquée ivoirien peut faire 10 jours avant sa consommation. Pensez-vous que la tchéquée béninois peut-il faire 3 jours? Voilà. Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas excusez-moi de répondre comme ça. Un fort consommateur de la tchéquée ou pas? Mais il faut dire que nous-mêmes, là, souvent, on a tendance à donner plus. Non, mais je vous arrête pas. Oui. À des moments donnés, vous achetez le piment vert, mais ce n'est plus piquant. Qui nous dit que ce piment a été produit au Bénin? Bon. C'est aussi ça. On ne sait pas.
Parce que des fois, le piment est tellement piquant. Piquant, ça c'est vrai. Mais vous achetez une autre saison, mais franchement, ce n'est pas du tout piquant. Aujourd'hui, pour faire une sauce, peut-être vous allez acheter du piment pour 300. Voilà. J'entends souvent les femmes dire ça, je dis c'est pas possible. Alors qu'en notre temps, c'était pour 10 francs, même 25 francs. C'est vrai. Ça, c'est factuel. C'est des choses qu'on remarque aujourd'hui. Est-ce dû aux mutations que les sols connaissent? Je n'en sais rien. Est-ce dû aux engrais ou aux intrants qui sont mis? Ça, on va poser les questions à nos collègues de l'agriculture pour avoir les bonnes réponses. D'accord. Alors, on va finir avec un appel que vous avez lancé au patriotisme économique. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens béninois? Le consommer local, au-delà même d'un simple acte de consommation ou d'achat, est un acte hautement patriotique. Parce que chaque produit local que nous consommons nous permet de donner du travail à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos pêcheurs. Ça permet de donner du travail à nos jeunes qui sont de nos universités, qui sont de nos lycées, qui travaillent dans les usines où les transformations se font. Ça permet de construire des routes, de donner des moyens à l'État de construire des routes qui servent d'exutoire à ces produits-là. Ça permet à l'État d'avoir les moyens pour construire les hôpitaux où nos femmes et nos enfants doivent être soignés. Si je dois tout citer, je ne pourrais pas le faire ici. Par contre, chaque fois que nous consommons des produits venus d'ailleurs, ça veut dire que nous les consommons avec le chômage parce que nous ne permettons pas aux nôtres, à nos enfants, à nos femmes de trouver un emploi. Et s'ils n'ont pas de l'emploi, c'est qu'ils n'ont pas de ressources. Et s'il n'y a pas de ressources, c'est qu'on va tous mourir de faim. Donc la solution au développement de notre pays, la solution au développement de nous-mêmes, c'est que nous consommions les produits qui sont fabriqués chez nous. Et c'est seulement en faisant cela que notre pays aura de la richesse et cette richesse sera distribuée, partagée pour tout le monde. Et nous allons continuer à être fiers de notre pays comme nous sommes fiers aujourd'hui. Quand nos frères de la diaspora rentrent aujourd'hui et disent « Ah, quelque chose a bougé », ça veut dire que la vision du président de la République de transformer de façon structurelle notre économie a porté. Et ça n'a pas porté, ça n'aurait pas mieux porté si Glodibé n'avait pas été créé. Et l'objectif de Glodibé, c'est de fabriquer des produits de chez nous pour nourrir les nôtres et pour pouvoir les vendre aussi ailleurs. Alors partageons cette vision et travaillons de plus en plus à cela. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fernando Gomez. Je précise bien entendu que vous êtes le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Tipper et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3, c'est Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.